Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal. Une quinzaine d'encres de tatouages pointés du doigt par l'association UFC Que Choisir. Ils contiennent des substances cancérigènes. Nous avons mené l'enquête auprès des tatoueurs de la place. 8 milliards, c'est le coût des mesures d'aide d'urgence annoncées par le pays pour les 3 mois à venir. Des mesures votées à l'unanimité par tous les élus de l'Assemblée de Polynésie. Ces mesures vont-elles suffire aux entreprises comme l'hôtellerie pour tenir le coup? Thierry Brovelli, directeur de l'Intercontinental Tahiti, va nous répondre. Il est notre invité ce soir. Insouciance face au Covid-19, qu'en est-il dans les établissements scolaires un an après le début de l'épidémie? Illustration dans un instant au collège de Taoné. Enfin, pour terminer, petite respiration pour les restaurateurs. Comme l'avaient annoncé les autorités du pays, le couvre-feu est repoussé à 22h à compter de ce soir. Pour avoir une idée un peu de l'ambiance, avec nous ce soir, Tuihani Lena, gérante du restaurant Le Moina à Papeete. Bonsoir, à tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, les tatouages sont à la mode, mais ils ne sont pas sans risque. Selon les analyses de l'association des consommateurs UFC Que Choisir, sur les 20 encres les plus utilisées en France, des encres de couleur surtout, 15 contiennent des substances cancérigènes. Le tatouage étant une institution en Polynésie, Kaline Liénard et Sandrouli ont enquêté pour nous auprès des professionnels de la place. Thierry est l'ancien président de l'association des tatoueurs. Il exerce son métier depuis 20 ans. Il travaille exclusivement à l'encre noire qu'il se procure dans un des 2 magasins fournisseurs d'encre de tatouage du territoire. J'utilise cette encre-là, dynamique, ça fait une quinzaine d'années. Cette encre-là, je pense que c'est la meilleure, quoi. Moi, je pense que tous les tatoueurs utilisent, les Polynésiens utilisent beaucoup de cette encre-là. Et elle ne figure pas parmi la récente liste des 15 encres toxiques, dont 13 sont de couleur. Selon la réglementation, le tatoueur est responsable de s'assurer de la qualité de ses produits, car ils ne doivent pas porter atteinte à la santé de leurs clients. Et VTA, tatoueur depuis plus de 30 ans, connaît bien cette réglementation, puisqu'il utilise parfois des encres de couleur. Au niveau des couleurs, on commande nos encres. Au niveau du noir, on prend ici sur le territoire. Pourquoi vous commandez? Parce qu'on ne vend pas les couleurs ici à Tahiti? Non, c'est parce qu'on connaît nos marques. Et nos marques ne se vendent pas ici. Donc on le fait commander avec nos fournisseurs. On travaille déjà depuis des années avec eux. Le Centre d'hygiène et de salubrité publique reçoit régulièrement les alertes françaises et européennes. Dès l'annonce aujourd'hui, la directrice a lancé la procédure de précaution. Auprès de l'association Polynésia Tata, auprès du président, j'ai envoyé aussi la liste par précaution, donc lui demandant d'envoyer cette liste auprès de tous les tatoueurs adhérents pour signaler ça et pour ensuite, s'ils ont ces encres dans leur stock, de les mettre de côté, de les retirer en attendant que je revienne vers eux pour confirmer ce retrait-là. Pour éviter les risques, les tatoueurs sont responsables, mais les clients aussi, en se renseignant auprès d'eux sur les types d'encres utilisées et la composition de ces produits. Voilà, et 2 produits figurent bien sur la liste de l'un des 2 fournisseurs locaux. Les produits en question devraient être retirés du marché. Et la grève à l'OPT n'a finalement pas duré. Les protocoles d'accord ont été signés hier soir même entre le syndicat Ati Aimua et la direction, mettant fin au mouvement initié dans les 3 filiales du groupe OPT, Wharirata, Onati et Vini Distribution. Sur les 15 points de revendication, la direction a accepté de revoir 2 points, à savoir l'organisation et l'application d'une convention collective commune au groupe avant la fin de l'année et le reclassement de 70 agents et guichetiers de petite catégorie. Et en attendant, le bilan Covid-19 du jour fait état de 10 cas de variant britannique, dont 7 importés de métropole et 3 cas secondaires. Mais que les Polynésiens se rassurent, les indicateurs restent stables. 14 cas seulement supplémentaires. On ne compte plus que 9 personnes hospitalisées, dont 4 en réanimation. Plus de 19 300 personnes ont reçu leur premier vaccin et plus de 5 500 le second.
Dans cette période sombre, le pays avait annoncé dès la fermeture de nos frontières une série de mesures d'urgence destinées aux salariés et aux entreprises. Elles ont été adoptées unanimement par les membres de l'Assemblée. Néanmoins, la représentante Tavini Eliante Vahitou insiste, à long terme, il faut réfléchir à l'instauration d'une caisse chômage qui permettrait d'unifier tous les dispositifs. Les précisions de Thomas Iteporuarai et Patita Savia. L'effort est exceptionnel, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Le dièse, par exemple, 90% de cette indemnité seront versés par le CEFI aux non-assujettés aux prélèvements sociaux. Le dièse a été mis en place afin de permettre la reprise de l'activité après confinement. Le DZETI, pour la sauvegarde de l'emploi des travailleurs indépendants. L'aide est de 70 000 francs. Le projet propose de la porter à 100 000 francs pour les employés empêchés de travailler. Autre dispositif mis à rude épreuve, le CAES. Lui est supprimé pour donner vie au CIS, Convention d'insertion sociale. L'aide est à hauteur de 50 000 francs versés par le CEFI avec en contrepartie des travaux d'intérêt généraux. À noter l'unanimité majorité-opposition sur cette question. Nous sommes dans une situation tellement grave, tellement catastrophique, qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait l'union des groupes, même ceux de l'opposition, de manière à faire passer ce texte-là à l'unanimité. Son appellation se limite à 2 lettres, I et E, pour indemnité exceptionnelle. Elle est réactivée afin de pouvoir aider les salariés licenciés économiques. Elle passe de 50 000 à 100 000 francs et elle concerne ceux de l'hôtellerie. À un moment donné, les voies se séparent. Ça ne sert à rien de repousser le paiement des impôts, de donner des moratoires ou de demander aux fonctionnaires des impôts d'avoir une attitude conciliante. Il faut vraiment mettre en place une loi d'exonération de ces impôts pour les entreprises qui sont le plus difficilement, le plus durement impactées par cette crise. Je vous rappelle que nous allons mettre sur 3 mois près de 8 milliards pour soutenir les emplois et pour les sauvegarder, sur les exonérations qui sont demandées par l'opposition. Et vous pouvez bien comprendre que nous ne pouvons pas opérer une exonération générale de l'ensemble des impôts dus par les entreprises. Cela viendrait complètement déstabiliser, déséquilibrer l'édifice budgétaire. Finalement, le vote est favorable pour ce projet de loi. La Commission va proposer son adoption en séance plénière. Thierry Brovelli, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc directeur de l'Intercontinental Tahiti, également coprésident du Conseil des professionnels de l'hôtellerie, ce qui représente à peu près 26 hôtels sur Tahiti et dans les îles. Comment se porte votre secteur ? Eh bien, notre secteur, le sujet précédent l'a déjà largement présenté. Et est-il besoin de le redire ? Notre secteur va très mal. Le secteur touristique en général, l'aérien, l'hôtellerie, la restauration, les prestataires qui vont avec. C'est en gros 35% de la masse salariale de la Polynésie qui est en souffrance et en mal d'emploi et de travail. Jusqu'à présent, les dispositifs d'aide du pays et de l'État qu'on vient de voir, par exemple, ont-ils été satisfaisants pour vous ? Alors, les choses doivent aller au rythme où elles peuvent. Le gouvernement central, le pays ont fait beaucoup de choses. Et au rythme où ils pouvaient les faire, ce n'était pas suffisant l'année dernière puisque les seules aides distribuées étaient des aides qui étaient, et c'est déjà très bien, et on les en remercie, destinées à nos salariés. Elles étaient dans un premier temps insuffisantes. La deuxième version du dièse qui a démarré cette année est beaucoup plus acceptable pour les salariés. Mais il n'empêche que pour ce qui est des aides aux entreprises, on est encore en attente et il y a urgence qu'il se passe quelque chose. Sans quoi les salariés qu'on aura soutenus tout ce temps risquent d'attendre des entreprises qui, elles, ne les auront pas attendues. Clairement, nos frontières sont fermées pour 3 mois. Comment les hôtels du groupe font-ils pour éviter de mettre les clés sous la porte ? Alors j'espère que vous avez raison quand vous dites qu'elles sont fermées pour 3 mois, parce qu'aujourd'hui on n'en sait rien. On l'espère vivement. Le président a dit qu'il n'irait pas au-delà de 3 mois. Je souhaite
qu'il puisse tenir parole. Je sais qu'il est convaincu de ce qu'il dit et je sais qu'il a raison. La chose, c'est qu'il faudra voir si la possibilité se présente en effet. Qu'est-ce que les entreprises font pour survivre? Ce qu'elles ont commencé à faire l'année dernière. On n'a pas arrêté de dire que les entreprises sont résilientes, adaptables. L'adaptabilité, ça a été effectivement de se séparer au maximum de notre masse salariale en utilisant tous les dispositifs que vous venez de citer ici. Ensuite, ça a été de réduire nos charges au maximum, mais en même temps, et ça c'est tout l'art de la chose, rester un maximum ouvert pour garder un peu de vie dans nos hôtels, garder le moral de nos troupes et garder un contact avec nos clients. Ça s'est très bien passé l'an dernier sur le marché local avec ça. Et cette année, on continue aussi à avoir un bon contact avec notre marché résident. Justement, on ne comprend pas trop pourquoi certains hôtels ont fermé au lieu d'ouvrir partiellement à la clientèle locale, justement, pour avoir une rentrée quand même. Oui. Alors, chacun voit midi à sa porte. Une chose est sûre, c'est que les hôtels des îles, notamment Bora Bora, ont des structures plus lourdes, plus de personnel et beaucoup moins de capacité à recevoir du marché local. Parce que le marché local, il est à Tahiti en grosse partie. Il faut donc se déplacer sur Bora Bora. Il y a eu des tarifs qui ont été faits par Air Tahiti, mais ça reste quand même un plus. De surcroît, il faut plus de temps, il faut s'assurer de plus de détails. L'organisation du voyage sur Bora est différente de celle de Tahiti. Donc beaucoup d'hôtels de Bora ont fermé, moins sur Tahiti. Vous n'avez plus que 220 salariés sur 350 à l'hôtel de Fa'a. Si dans 3 mois, les frontières restent fermées, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si les frontières restent fermées trop longtemps, il est clair que nos sociétés propriétaires peuvent décider que malgré tous nos efforts sur le terrain, la situation financière qui est la leur devient insupportable et que l'outil de travail qu'ils auront soutenu et aidé, entretenu toutes ces années, eh bien, n'est plus adapté à la situation et qu'éventuellement, il faudra le fermer soit longuement, soit définitivement. C'est ce qui se passe pour certains ici. On l'espère pas en tout cas. Merci beaucoup Thierry Brouvelli d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et dans les établissements scolaires, la distanciation physique n'est pas toujours évidente à faire respecter. Avec près de 700 élèves de la 6e à la 3e, le collège de Taoné n'échappe pas à la règle qu'impose désormais la surveillance sanitaire. Et les surveillants sont souvent confrontés à l'insouciance des adolescents. Ambiance avec Thomas Iteporwarai, Vito Tapo et Hiru Terurutua. Le protocole sanitaire a changé des habitudes à l'entrée des établissements scolaires, comme ici au collège de Taoné en présence du principal Pascal Poupa. Rien n'échappe à ce père de famille avisé. Juste avant le gel, les élèves avancent masqués et montrent patte blanche. C'est d'une logique. Ce qui est rajouté depuis la crise, c'est en effet le masque et puis ensuite on distribue le gel. Mais c'est vrai qu'on a rajouté en effet ce contrôle du masque qui est très bien porté par les élèves. Une fois la fraîcheur hydroalcoolique passée, commence une forme de dégel, celui des esprits et des mouvements. On est entre deux cours, on discute, on se congratule, avec un mauvais point tout de même pour ce qui est de la distanciation sociale à l'extérieur, sans conséquence a priori. Depuis la rentrée de janvier, le collège n'a enregistré aucun cas contact. Un gros travail collectif. Bon, aussi bien sûr ce qui se passe à l'extérieur, mais je veux dire qu'au niveau des élèves, c'est quand même bien. On n'a pas des conditions normales, mais disons qu'on a, on va dire, presque normal les conditions de travail. Comme dans toutes les classes, en 3e, celle de Ghislaine Marchal, professeure de lettres, l'ambiance est totalement différente. Plus confinée, le masque n'est plus à moitié mis et la disposition des tables éloigne les élèves les uns des autres. Bon, il y a quand même quelques élèves de temps en temps obligés de rappeler de remettre le masque. Mais les élèves sont assez dociles et ont leur masque, comme vous le voyez, et ont pris cette habitude de le porter. Donc c'est pas toujours simple. On a de la chance d'avoir la climatisation depuis peu, et du coup ça facilite la respiration. Marcel Garbut a la lourde tâche de pallier toute carence en matière de produits de nettoyage. C'est la gestionnaire du collège. Depuis le début de la crise, le gel de toutes les attentions occupe son temps en permanence.
Toutes les semaines, ce sont les agents qui viennent remplir le produit dans toutes les salles, qui viennent recharger les salles. Ça, c'est quoi exactement? De la lotion hydroalcoolique. Et vous avez aussi du On a le savon qui est là. On met dans toutes les toilettes des élèves, dans toutes les toilettes du collège. 700 élèves inscrits pour une cinquantaine d'enseignants. Le collège de Taonnet semble prêt à affronter les difficultés à venir. Voilà, vous l'aurez compris, les mesures barrières sont essentielles pour éviter la propagation de la Covid et du variant. Et puis, vous le savez, à compter de ce soir, les restaurants pourront ouvrir jusqu'à 22h, les jeudis et vendredis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui ont déjà prévu les animations. On rejoint justement à Papeete Lena Touihani. Bonsoir, vous êtes donc gérante du restaurant Le Moinin, hein, c'est bien ça? Alors, 1 heure d'ouverture en plus, ça fait une différence pour vous? Ah oui, ça fait une sacrée différence et je vois en fait par rapport aux gens, à la population aussi, donc ça leur permet de rester un peu plus longtemps, tout ça, que bien avant. Donc ils sont contents aussi en même temps et nous aussi, la même chose, c'est pareil. Le couvre-feu n'est pas prolongé au samedi, par exemple. Est-ce que vous comprenez cette décision? Ben, là, moi, je ne comprends rien du tout au niveau de cette décision. Parce qu'en fait, il y a, par rapport jusqu'au samedi, je trouve anormal de ne pas faire durer jusqu'à samedi et de commencer à partir du lundi jusqu'à samedi. Donc, je ne comprends pas, en fait, par rapport à ces lois-là. Alors ce soir, quelle est l'ambiance un petit peu au sein de ton restaurant? Est-ce que vous avez prévu une animation? Est-ce qu'il y a du monde? Alors ce soir, on a beaucoup de monde, donc ils en profitent. Et puis nous, on a un orchestre en fait musical assez douce, local, français, de tout. Donc les gens, ils en profitent de la sortie et de l'ambiance qui est ici sur la place. Merci infiniment, Lena, d'avoir accepté de répondre à nos questions et bonne continuation. Merci beaucoup. Sont également heureux de reprendre les clubs de la Fédération tahitienne de boxe illustration au sein de la team Tiatoa Papeete. Les gestes barrières sont aussi de rigueur avec un nombre réduit de 4 à 10 personnes maximum par groupe. Ici, 13 clubs se partagent donc la salle à des heures différentes. Certains entraînements spécifiques comme le sparring ou le touche-épaule sont arrêtés pour respecter bien sûr les gestes barrières. Mais peu importe, les boxeurs ne cachent pas leur soulagement. On écoute l'un d'entre eux au micro de Kaline Liénard et Marcel Bounou. Très content, hein, parce que depuis qu'on a fermé les salles, on a beaucoup pris du poids. Ah, je suis très heureux plutôt pour la forme, pour la reprise, et plutôt les championnats qui approchent en ce moment. Préparer pour le championnat de France, si c'est possible. Hein. Et le sport, vous le savez, est une solution pour prévenir le risque suicidaire. Chaque année, 300 Polynésiens âgés de 20 à 40 ans tentent de mettre fin à leur jour. C'est d'ailleurs le combat de l'association SOS Suicide mobilisée à Tahiti et dans les îles, comme à Taha, où l'association est allée à la rencontre des directeurs d'établissements scolaires et partenaires sociaux de l'île. L'objectif étant de prévenir le passage à l'acte, comme nous l'explique Nadia Adjé, présidente de la Fédération des parents d'élèves de Taha. Nous profitons de la tournée de SOS Suicide au Raromatei pour les inviter sur Taha afin qu'ils puissent venir informer les différents acteurs de l'île comme les confessions religieuses, l'éducation ainsi que les associations sportives sur les problèmes liés au suicide. Et vu la crise actuelle que nous traversons, il nous a semblé nécessaire d'informer la population des dérives qu'il peut y avoir et surtout des signes porteurs de suicide.
Voilà, on s'arrête donc au Tuamotu en surf. Pas de Rangiroa Pro cette année. Covid oblige, l'événement initial est remplacé par la Erthetir Eirua Horue du 2 au 6 mars. Les organisateurs qui ont dévoilé la compétition lors d'une conférence de presse ce matin comptent sur la présence d'une trentaine de surfeurs et bodyboarders locaux pour animer les 5 jours de compétition prévus à la passe de Avatoru dans une semaine. On reste au Tuamotu pour clore ce journal avec un zoom bien mérité sur les écoliers de l'école primaire de Hao. L'allègement des restrictions sanitaires a permis aux enfants de s'éclater pour la première fois durant le cross organisé par l'établissement. Avec le soutien bien sûr de la commune, 127 élèves se sont amusés comme des petits fous, comme vous le voyez, avec pour public leurs parents qui ont vivement participé en apportant le nécessaire pour garnir le coin des affamés, comme nous l'explique Maeva Puranga. Nous pouvons voir avec les sourires des enfants que l'événement est un réel succès. Et les parents sont contents aussi. Et les parents, bien évidemment, sont contents et puis ça leur permet de sortir un peu de chez eux. Il y avait une buvette? Alors, il y avait une buvette qui a été organisée par la coopérative. Nous avons eu des boissons à la vente ainsi que de l'alimentaire. Voilà un cross qui a tenu toutes ses promesses. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. 8 milliards, c'est le coût des mesures d'aide d'urgence annoncées par le pays pour les 3 mois à venir. Des mesures votées à l'unanimité par tous les élus de l'Assemblée de Polynésie. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. Très belle nuit sur la première. À lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet